Moi, j'aime bien me présenter non pas par un métier, j'ai arrêté de faire ça. Je travaillais dans le marketing dans des grands groupes agro-industriels, donc vraiment rien à voir. Genre à peu près ce contre quoi je lutte aujourd'hui. J'ai eu une expérience qui a contribué à me faire me dire ça, non. Ouais. Bonjour Camille. Bonjour Clément. Waouh. Et moi, attends, je vais me faire... Ah oui, pardon. Direct, quoi. C'est la magie de la télé, quoi. Bam. La magie de la télé. En fait, on doit faire genre bonjour Chris, on se voit et tout. Bonjour Chris. Bonjour Camille. Bonjour Camille, bonjour Chris. Un bonjour de somme un peu là. Je suis très content d'être avec vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés tous dans la même pièce. Quand Grave. même. Non, nous on est comme ça, on aime bien rentrer dans le vif du sujet et te mettre un peu en difficulté dès le début de cet échange. La première question qui est assez dure, c'est comment te présentes-tu? Ah waouh. Ouais, très bonne question, parce que c'est compliqué de me présenter à moins que tu aies 20 minutes devant toi. On a plus. Autant de temps que tu veux. Quoique là, on a une réservation au resto après, donc tranquille. Vas-y, voilà. Moi, j'aime bien me présenter non pas par un métier, j'ai arrêté de faire ça il y a quelques temps. Je me présente plutôt à travers la mission que je me donne au quotidien, dans ma vie, enfin, tu vois, comme ça. Et je dis en général que ce que j'aime faire, ou plutôt ce que je fais, en fait, tout simplement, c'est de mettre en récit, d'incarner et de lutter pour faire advenir les transitions écologiques, sociales et démocratiques. Bra. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à la travailler, celle-là. Donc... Parfaite. Voilà, et après tout ça, une fois que ça c'est dit, ça s'incarne de plein de manières différentes. Et ça va passer du coup par plein de métiers, entre guillemets. Et en fonction du moment de ma vie, de l'actualité ambiante, de ce qui se passe et de mes envies, il y a différents métiers qui s'activent plus que d'autres. Et donc du coup, je donne des conférences, je donne des cours, je fais de la création de contenu, évidemment, mais il y a aussi le fait que je fais de la facilitation en intelligence collective, je fais du journalisme et du maraîchage et plein d'autres trucs comme ça. Enfin voilà, ça dépend quoi. Et en ce moment, par exemple, je fais beaucoup de facilitation et de création de contenu, mais il y a un mois, je donnais beaucoup de cours, donc voilà, selon le moment où tu me poses la question, je vais vraiment répondre différemment, mais en même temps, tout converge systématiquement vers cette question cette même mission. Cette même mission, exactement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces différents pans de métier, en fait, ils se nourrissent les uns les autres et que vraiment tout fait lien, tout va dans la même direction et ça peut paraître un peu brouillon, mais moi, j'ai trouvé cette manière-là de tout rassembler sous cette mission. Est-ce qu'on pourrait appeler ça, j'essaie de trouver un terme qu'on pourrait inventer, genre une évangéliste écolique? C'est assez connoté. Du colonialisme écologique. Qu'est-ce qu'on pourrait mal tourner? De la collaboration écologique. Je sais pas, comment on retrouve un terme? Non, mais tu vois, inventer un terme. Non, mais il n'y a pas forcément un terme, c'est plus un engagement global, d'écologie. Mais si c'est de convertir. Moi, je me présente aussi en tant qu'exploratrice de mode de vie écologique, tu vois. Exploratrice de mode de vie écologique, ok, donc j'ai testé pour vous vous allez tester pour moi. Vous allez tester pour nous. En fait. Ouais, et pas que ça, parce que tu vois, je me suis aussi engagée en politique et en fait, d'une autre manière, faire de la politique pour moi, c'est explorer un mode de vie plus écologique, plus engagé, plus socialement responsable en fait. Donc c'est un peu, la casquette d'exploratrice me va bien. Ouais. Il y a celle aussi de déclencheur d'engagement chez les autres aussi, d'être un peu un briquet comme ça qui va motiver des personnes à faire un effet boule de neige, quoi. Voilà, donc, le briquet qui fait l'effet boule de neige. Là, il faut revoir l'image. Le briquet qui va allumer la mèche. Ouais. Pour faire fondre la neige qui va rouler en... Bonsoir, alors, on y revient. On y revient. Bienvenue dans une conversation de qualité. Alors, mais... Comment on est arrivé là? Non, parce que j'allais faire une transition. Moi, j'étais chaud. Moi, je manspread, moi, j'y vais. C'est ça. Moi, je vais te chiffomiser, tu vois. Comment t'en es arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais avant et quel a été le déclencheur qui t'a amené à suivre cette mission? Ce que je faisais avant, c'est que je travaillais dans le marketing dans des grands groupes agro-industriels. Donc vraiment, rien à voir. Genre à peu près ce contre quoi je lutte aujourd'hui. L'opposé du spectre, voilà. C'est bien.
Mais ça m'a permis, franchement, j'en tire vraiment quelque chose de très positif. C'est que, ça m'a permis de me former aussi aux outils qu'utilise le capitalisme, en fait, pour mener la danse. Et c'est très intéressant de pouvoir, en fait, utiliser ces outils potentiellement... Pardon. Tout va bien. C'est possible. C'est intéressant de pouvoir utiliser ces outils à des fins plus vertueuses et pour servir plutôt un autre récit. Et en même temps, ça m'a aussi permis de vraiment bien comprendre ce contre quoi je me battais et ce avec quoi je n'étais pas du tout à l'aise et qui ne me convenait pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai encore plein de copains dans mes anciens collègues et tout. Et on est en opposition sur beaucoup de choses. Mais par contre, voilà, j'ai eu une expérience qui a contribué à me faire me dire ça, non. Ouais. Et t'arrives à être copain encore avec eux? Et j'arrive parce que je me vois, en fait, je me revois aussi. Je sais que moi, je partais de très loin. Aujourd'hui, ça paraît être en mode elle est très avancée sur son chemin et tout. Mais en fait, à la base, mais absolument pas. Et du coup, je me dis, si moi j'ai fait ce chemin, en fait, a priori, n'importe qui peut le faire. Et donc, du coup, je vais pas du tout être dans le jugement de tu ne fais pas ça, tu prends l'avion, tu vas un week-end à Mykonos. J'ai fait ça, en fait. Donc, du coup, j'essaye d'aborder les choses pour d'une autre manière, tu vois, de maintenir le dialogue ouvert. Mais moi c'est pas sur le... on dérive un peu, mais c'est pas sur le jugement. C'est plus sur les affinités. C'est-à-dire que du coup, ton exemple de le mec qui prend l'avion, il va te dire viens on part en week-end et tu fais bah non en fait. Et donc en fait tu te sépares d'eux parce que bah tu les suis pas dans leur délire. Et enfin moi je sais que c'est ce qui s'est passé avec quelques potes quoi, tu vois, où du coup bah en fait je savais plus m'amuser, je savais plus les suivre en fait. À fond, je vois ce que c'est et en même temps je pense que j'ai aussi des amis qui sont aussi ouverts d'esprit que moi et où on se sait, en fait on sait où chacun se situe, mais en même temps il y a parfois des personnes qui font le petit pas vers moi, tu vois, genre j'ai des copines qui m'ont suivi en road trip, en écolieu, enfin tu vois et tout, et je sais que c'est pas leur monde nécessairement, mais en fait il y a cette curiosité qui fait qu'en fait, on peut continuer de dialoguer et vice-versa. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mes potes qui me parlent de leur achat immobilier, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais c'est leur réalité et c'est ce qui, eux, les intéresse. Et comme genre, j'ai de l'amour pour ces personnes, je m'y intéresse, en fait, tu vois. Et c'est un peu ce truc qui aussi maintient le dialogue. Mais en fait, tu sais, en facilitation... ou dans ce genre de philosophie qui est un peu d'essayer de se comprendre, de mieux se parler, de mieux interagir pour mieux faire ensemble. En gros, il y a aussi cette idée de rejoindre l'autre là où elle est, en fait. À quel endroit du chemin tu es et comment je peux essayer de venir jusqu'à toi et pas attendre seulement que tu viennes à moi parce que je pense que je détiens la vérité, parce que je pense que j'ai tout compris mieux que les autres, tu vois. Et avoir cette humilité-là, je pense que c'est hyper important quand, justement, en plus, on essaye d'amener un nouveau récit, on essaye d'amener des transformations. Tu sais, se décentrer 2 minutes et se dire, attends, là, moi, je fais une proposition, mais en fait, c'est pas dit que j'ai raison, tu vois. Il y a beaucoup de points qui convergent et je crois que je me trompe pas. Mais pour autant, je veux pas manquer Oula, cette phrase commence à être compliquée. Je veux éviter d'avoir trop d'angles morts. Et donc, du coup, je continue à essayer d'écouter celles et ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Et en vrai, ça me permet de continuer à avancer de manière... d'une manière qui me semble juste. Parce que, tu vois, je suis passée aussi de quelqu'un qui était dans une écologie très... privilégiée, tu vois. Quand je suis rentrée dans toutes ces questions-là, j'avais un prisme qui venait de ma situation de femme blanche privilégiée qui a fait des études CSP+, etc. et qui commence à s'intéresser aux problèmes de la planète. Mais en fait, parce que j'ai essayé de maintenir aussi cette ouverture d'esprit en me disant non, j'ai peut-être pas forcément nécessairement tout compris et la vérité est vraie sur tout, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait les réalités elles étaient plurielles, elles étaient diverses, qu'il y avait besoin de rentrer dans des niveaux de complexité, de granularité bien plus fins sur mon parcours et dans mon chemin et dans mon engagement, et donc du coup aussi d'écouter ce que d'autres personnes avaient à raconter, à dire de par leur expérience, tu vois, et ça m'a permis aussi d'évoluer, et je continue d'être dans cette dynamique vraiment, genre j'ai pas du tout l'impression de m'être arrêtée sur mon chemin, sur mon cheminement militant, quoi. Trop bien. Shifumi. Du coup, il n'y a plus personne qui veut faire la transition. Moi, j'y vais, hein. Non, mais à moi, chacun son tour. Okay. Non, mais
Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a... Parce que je me disais que... Bon, ça... Chaque année en France, des hommes se font couper la parole à tout instant. Des hommes et des femmes, avec des enfants, tout le monde, des animaux. Et à quel moment... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as ta vie d'activiste, si le terme convient, parce que je n'étais pas très sûr du terme, mais a commencé avant tes débuts sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux sur peut-être des contenus autres, et puis un jour se disent, en fait, ce sujet est trop important, je voulais parler de faire des tables en bois, et je me dis qu'en fait, j'ai envie de parler de ça, etc. Est-ce que tu y es allé, qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu t'es dit tout de suite, il faut faire quelque chose, et les réseaux sociaux me semblent être le bon endroit? Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de le faire, ou est-ce que tu as hésité parce que c'est toi qui es très impliqué aussi, tu vois, qui est mise en avant, tu l'as pas fait sous la forme d'un média, tu es devenu un peu ton propre, carrément, j'ai propre médium, quoi. C'était ma question aussi. Ouais, c'est bien. Vous êtes un peu connectés, vous travaillez ensemble, non? On est un peu... Que choisir les bonnes idées. C'est exactement le truc que j'allais dire. Ouais, bonne question. Bah écoute, en gros, quand j'ai commencé à avoir ma prise de conscience écologique et saisir que vraiment on n'allait pas du tout dans la bonne direction, il y a deux choses qui me sont apparues. Alors, la première, c'était que déjà, le contenu que je consommais moi-même sur les réseaux sociaux ne m'amenait pas du tout dans la bonne direction et ne venait pas nourrir de manière positive un imaginaire plus sobre, décroissant, écologique, etc., durable, solidaire, enfin tout ça. Du coup, dans un premier temps, j'ai aussi voulu nettoyer le contenu que je consommais et contribuer aussi à ça en me disant on a besoin d'occuper l'espace public, médiatique, partout où on peut, parce qu'aujourd'hui, en fait, le désastre, c'est que tu as moins de 5% des unes qui sont dédiées à l'écologie sur les grands médias de France. Donc, en fait, c'est un non-sujet. Et du coup, sur les quelques espaces d'audimat, d'audience que l'on peut avoir, c'est important d'aller porter ce sujet partout où on peut. Donc ça, c'était un peu une première chose. Et la deuxième chose, sur la façon dont j'ai abordé mon contenu, c'était pas tout à fait ça au début, mais en fait, assez rapidement, je me suis dit, OK, en fait, les rapports du GIEC, le rapport Midos sur les limites de la croissance, ça date de 1972, avec le premier sommet de la Terre à Rio. Enfin, les problèmes, on les connaît depuis très longtemps, les solutions, on les connaît depuis très longtemps, et ce que l'on constate, c'est que avec 50 ans de recul, c'est qu'en fait, ce que disaient les gens il y a 50 ans, ça se produit, ils avaient bien raison, et donc du coup, notre cerveau... qui traite de l'information et la data, tu vois, est informé. On est informé, on le sait. Pourquoi, pour autant, on n'agit pas? Et du coup, ma croyance, c'est de me dire on a besoin de beaucoup plus engager nos émotions avec ça, ce qui nous met en mouvement. Voilà, alors les émotions, émouvérées, tout ça, se mettre en mouvement. Et à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai besoin de toucher les personnes, j'ai besoin de leur parler avec le cœur, avec les tripes. Et c'est ce qui a fait que petit à petit, je suis rentrée vers de plus en plus d'incarnation. Et aussi parce que, au début de mon parcours, j'étais quelqu'un qui était très peu sensibilisé, qui connaissait très peu de choses. Et au fur et à mesure, j'ai juste embarqué les gens avec moi. À la base, moi, j'aimais bien dire, tu viens sur ma page parce que tu cherches un tuto de Tawashi, d'éponge lavable, et tu repars avec des idées de désobéissance civile. Parce qu'en fait, c'était moi, mon cheminement. Et comme je suis un peu la meuf next door, tu vois, pour la plupart des personnes, genre sans connotation. Si, en termes de connotation, si je puis me permettre, on est pas... Mais oui. Mais en fait, je suis quelqu'un de très lambda. Et du coup, je me disais, mais si moi je fais ça, a priori, c'est que c'est vraiment accessible à beaucoup de monde, quoi. Et voilà. Et après, bon, évidemment, ma fenêtre de Burton à moi, c'est petit à petit décalé, mais je pense que je reste quand même dans un truc très... Enfin, pas... très simple, en fait. Tu vois, j'aime sortir avec ma pote, j'aime me marier, j'ai une vie tout à fait lambda et normale. Voilà, quoi. Donc, et notamment, on le sait bien pour l'avoir aussi vécu, c'est-à-dire que quand tu rentres dans ce type de thématique et de sujet, où il y a un activisme, un engagement et une implication personnelle, bah, tu peux avoir... toi, tu as fait le choix de mettre pas mal d'humour et presque de légèreté dans tes contenus. Et on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans, qui estiment que le sujet est trop important, trop grave, pour presque se permettre d'être aussi léger, et que, comme tu dis, c'est plutôt rapport du GIEC que faire une blague sur voilà, mon produit zéro déchet ou mon mode de vie zéro déchet, comme tu as pu faire, quoi. À ma connaissance, notamment quand tu t'es lancé, l'humour n'était pas forcément du tout la règle sur ces thématiques-là. Ouais, à l'époque, non. Enfin, il y a Feuillage qui avait fait un peu du bruit parce qu'ils avaient eu aussi la chance de pouvoir faire des jolis formats appuyés par France Télévisions. Je suis un doute d'appuyer, c'est bien France Télé, tu vois. Ouais. Et
comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que tu as senti un peu des résistances, voire des critiques sur... Non, franchement, pour le coup, ça m'a toujours porté. En fait, c'est tellement moi que j'ai jamais, je crois, eu de critiques sur le fait que tu rigoles sur des trucs trop sérieux. À la limite, les gens ils me disaient je sais pas si je dois rire ou pleurer parce qu'il y a un peu les deux en même temps là quand je te regarde, tu vois. Mais ça a toujours été quelque chose qui m'a plutôt identifiée, portée et qui m'a permis en fait d'embarquer avec moi. Parce que justement, pour moi, l'humour, c'est une arme de sensibilisation massive, que ça permet de faire passer un max de messages, que ça permet aussi d'enrober toutes les émotions plutôt liées à de l'éco-anxiété qui peuvent survenir quand on s'intéresse à ce genre de sujet. Et du coup, en fait, non, ça a été plutôt bien fait. Et je vois aussi que toutes les associations et les fondations de France et de Navarre avec qui j'ai travaillé et qui traitent de ces sujets depuis des dizaines d'années sur le terrain, ça leur faisait du bien aussi d'avoir un autre tone of voice, en fait, une autre façon d'aborder ces enjeux. Et que globalement, même s'il y avait de la frilosité, il y avait quand même la perception que c'était bénéfique, en fait, pour le message au global et que ça faisait avancer les choses et bouger les lignes. Donc non, pour le coup, c'était assez cool de ce côté-là. Tu sais, c'est un peu le cliché, ça me fait penser à... Alors, l'exemple n'est pas forcément lié à l'écologie, mais c'est comme... Tu pouvais faire 1 million de documentaires sur les dinosaures, tu pouvais écrire des rapports et des trucs incroyables sur les dinosaures, et en fait, un jour, tu fais Jurassic Park, et d'un coup, tout le monde s'intéresse aux dinosaures, etc. Alors, je ne pense pas à un gros équivalent qui ferait un peu la même chose pour l'écologie, même s'il y a il y a des choses qui se passent aujourd'hui petit à petit. Je pense à un Okja, par exemple. Okja, ouais, pardon. Don't Look Up, Avatar. Ça fait vachement de bruit. Ouais, Avatar, un peu c'est là-dessus, mais il y a ce que tu parlais un peu de ce côté, ce qu'on appelle les nouveaux récits, qui sont des nouveaux imaginaires. Donc c'est l'idée que plutôt que de montrer, je résume parce que je me dis que c'est pas forcément des trucs qui sont, plutôt que de montrer des films, c'est toujours la fin du monde, la catastrophe, aussi, on en a beaucoup vu ces 10-15 dernières années, de se dire il y a peut-être des solutions à aller chercher, de revenir à un Captain Fantastic par exemple, qui est resté un film très niche indépendant qu'on vous recommande, ceci dit. Avec un petit pouce en l'air. Mettez tous un pouce en l'air. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles à travers notamment les facilitations, mais est-ce que tu as d'autres projets où comment tu abordes ce... Est-ce que tu parlerais d'un petit court-métrage en off? Par exemple, je pense à de mon dream secret que je n'assume absolument pas. Un petit court-métrage de fiction, de qualité. Oui, moi, en vrai, oui. Je pense que mon rêve, c'est de faire ça. Surtout que j'ai l'impression d'être passée dans une espèce de cap là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais encore dans une grande phase d'exploration moi-même. Donc dans l'exploratrice des modes de vie écologiques, tu vois, de découverte, avec un œil assez émerveillé de justement d'autres personnes qui habitent le monde et qui font société de manière complètement différente de ce que je connaissais. Et j'ai eu beaucoup de fascination pour ça, à travers plein d'expériences différentes. On peut penser aux écolieux, aux tiers-lieux, etc., à la vie en communauté. Mais en fait, pour moi, ça déborde dans plein de domaines et de secteurs. Et en fait, petit à petit, j'ai fini par... ces expériences que je faisais comme ça, avec mes lunettes de curiosité, quoi. Et pendant mes vacances, quoi, petit à petit, c'est devenu ma vie, en fait. C'est devenu vraiment ma réalité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je l'incarne et je le vis de manière tellement profonde que du coup, je suis à même de le raconter, mais de manière très juste. Tu vois, genre presque, je vais plus t'écrire un dialogue. Si je raconte les dialogues que j'ai moi avec mon entourage, je vais plus l'écrire de la même façon que je l'écrirais avant, disons. Tu vois, la façon dont deux personnages vont s'écouter, ça sera certainement plus la même, parce que en fait ma réalité elle est devenue différente et parce que du coup je navigue. Pour moi je vis en utopie, quoi. Moi je vis dans le monde de demain tel qu'on le vend, et du coup j'ai envie de ramener ça de manière très concrète et accessible à des personnes pour le rêver en fait et voir que c'est pas si loin. Et en fait c'est pas si loin.
Enfin, vraiment. Et c'est pas si différent. On a beaucoup de cet imaginaire à la Mad Max de fin du monde et de Don't Look Up aussi, tu vois. Mais en fait, il y a aussi tout ce... En fait, on ne se questionne pas sur comment on pourrait aborder ces difficultés au devant desquelles on va, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, ça va être le cas, mais différemment. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, il existe déjà plein de solutions qui sont en gestation et en émergence, et voire pour certaines qui sont hyper avancées. Mais c'est vrai que on les raconte peu. Ou alors, ça passe beaucoup par le documentaire. Et le documentaire crée une distance pour moi qui est quand même différente de la fiction. Ouais, c'est qu'on les raconte peu et je pense qu'on n'a pas encore forcément les bons moyens de les raconter aussi, tu vois. Carrément. C'est-à-dire que même si celles de ceux qui voudraient faire de la fiction, bah, ils n'auront jamais le budget d'un Jurassic Park. Et même, encore une fois, un Don't Look Up, moi, je suis un petit peu... Bon, je suis un petit peu mitigé sur plein de choses et j'ai l'impression que même de la part de l'équipe qui est derrière le film, il y avait un peu de cynisme, un truc. Je suis là genre, même eux, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu en mode, tu sais, on le balance. Et il y avait encore une fois, c'est ma perception d'après avoir vu le film et avoir lu 2-3 trucs. J'ai l'impression qu'il y avait presque un peu de mépris en mode, prenez ça, bande d'abrutis, mangez votre popcorn et allez vous faire foutre. Tu vois, il n'y avait pas trop ce truc un peu genre, je sais pas, il me manquait pour moi un petit peu, mais bon. Après, c'est encore une fois la vie personnelle. Pousse moyen dans la qualité du film. Comment tu vis la dissonance, on va dire, qu'il y a entre ton engagement, les nouveaux récits que tu veux partager et le capitalisme outrancier des plateformes sur lesquelles tu vis et qui te font vivre en partie. Comment, je pose la question vraiment au sens large, dans le sens comment aujourd'hui un créateur ou une créatrice peut s'engager sans être complètement déconnecté du fait que derrière c'est Meta, derrière c'est Google, derrière c'est... comment on arrive à faire l'équilibre entre tout ça, quoi. Déjà, c'est pour ça que je ne fais pas que de la création de contenu. C'est-à-dire que moi, je suis très lucide sur le fait que j'ai pas envie que mon activité professionnelle repose sur les GAFAM, tu vois. Et j'ai aussi envie que le jour où ça s'arrête, pour une raison X ou Y, c'est-à-dire genre je me fais voler mon téléphone, rupture de la normalité, on n'a plus d'électricité, ou juste, enfin, whatever. J'ai envie que mon activité militante, elle s'effondre pas comme un château de cartes d'un coup et que tout ce que je fais, ça puisse continuer à vivre autrement. Donc du coup, j'ai déjà, moi, une façon de faire pour moi, c'est déjà de limiter la place que je lui donne. Après, ceci étant dit, moi, je me dis, j'ai un autre point de référence dans ma vie qui est ce que je faisais avant, donc du marketing dans des grands groupes agroalimentaires. Et quand je vois ce que je fais aujourd'hui, certes, j'utilise un outil genre un peu chétane, quoi, mais comparé à ce que je faisais avant, je me dis, franchement, on est quand même sur une amélioration et je dédie quand même beaucoup de temps de ma vie à faire des trucs positifs. Donc, la balance, elle pourra jamais être parfaite. Et en fait, quand bien même, j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé d'être sur un chemin de perfection, d'alignement avec beaucoup moins de réseaux sociaux et tout. Et beaucoup plus de cohérence entre mes valeurs et mon mode de vie. Et ça a résulté en étant du coup assez coupé du monde dans des lieux avec beaucoup de nature et tout, trop bien. Mais en fait, je me disais, c'est assez égoïste ce que je fais parce que j'ai la chance d'avoir accès à ce genre d'espace, de pouvoir fonctionner, interagir dans ce genre d'espace. Mais pour autant, c'est pas le cas de tout le monde en fait. Et dans la transition, on a besoin d'engager un maximum de personnes. Et du coup, je me trouve plus utile à être dans un espèce de middle par rapport à moi-même et avoir la conscience un peu moins clean qu'avant. Mais par contre, l'impact que j'ai, la capacité d'engagement que j'ai et de conversion pour faire des choses ensemble, venez, viens, on change, elle est beaucoup plus grande. Donc, je ne sais pas si ça se quantifie vraiment, mais moi, je trouve que j'y trouve un équilibre et un sens. Et surtout... encore une fois, j'essaye de prolonger ce qui se fait sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, sur le terrain. Et voilà, et du coup, après, ouais, le problème, je vais pas nier que c'est vraiment gênant pour moi d'être sur une plateforme qui est problématique. Mais je me pose la question, hein, tu vois, les Peertube, je suis allée regarder.
ça a quand même pas le même impact. Même passer sur plein d'autres outils digitaux. Je me pose aussi la question avec les nouvelles technologies qui arrivent. Tu vois, de me dire, est-ce que j'inclus l'intelligence artificielle dans mes créations qu'est-ce qu'on fait de ce sujet-là? En même temps, il est incontournable, mais c'est tellement pas cohérent avec moi. Enfin, ouais. Et tu parlais des Peertube, enfin, tu vois, ça me fait penser à la nouvelle plateforme de Guillaume Desjardins. Oui, tout à fait. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Mais trop intéressant. Mais sauf que tu perds ton reach, quoi. Bah oui. Donc, si ta mission, c'est de convertir, c'est d'engager les gens, bah, tu repars à zéro. Déjà, c'est hyper dur, et avec une cible qui est beaucoup moins grande. Donc, c'est contre-productif, en fait. Bah, en fait, le truc, c'est que, encore une fois, moi, je vais toujours privilégier l'impact à ma cohérence personnelle. Parce que dans un cas, j'ai l'impression que ça parle du nous, et dans l'autre, ça parle juste de moi, tu vois. Et en fait, typiquement, j'adore voir ce genre de solutions qui émergent et tout, mais moi, je me suis toujours située dans mon parcours par rapport aux réseaux sociaux sur de la conversion massive, tu vois. Je suis pas la personne qui tient les discours les plus pureté militante, les plus perfectionnistes, etc. Je me situe pas à cet endroit-là, même si moi, j'adore me nourrir de ces discours-là, parce que ça me fait beaucoup évoluer, grandir et tout. Mais pour autant, moi, j'essaie de faire à des millions de personnes le premier pas. Et ensuite, il y aura d'autres personnes qui s'occuperont de les faire encore cheminer, avancer comme moi, j'en bénéficie. Mais du coup, de ce fait-là, moi, j'ai toujours visé le reach parce qu'en fait, on a besoin là de passer à la seconde, mais massivement, quoi. Voir la troisième. Ouais, voilà, voir la troisième, mais la quatrième. Et d'ailleurs, c'est vraiment nul, la métaphore de la voiture, mais tant pis. Sur un poney, t'as la même chose. Je cherche. Oui, ça fait aussi partie, tu vois, genre de cette réinvention des imaginaires. Ok, c'est quoi les métaphores qu'on utilise? Ah, c'est quoi, genre... Enfin bon, bref, c'est au deuxième cheval qui tire la charrue. Mais même le cheval, en vrai, vegan, il va te dire que je voulais dire. C'est dur, hein. Ouais. Mais d'ailleurs, dans la continuité de cet engagement, bravo pour ta chronique dans Valeurs Actuelles, qui m'a beaucoup touché. Alors, je sais que tu l'as fait sous un pseudonyme, parce que tu voulais peut-être pas, mais moi, je trouve que ça, tu vois, j'ai pris... non, blague à part. Tu parlais, donc tu as une activité où ton activité de journaliste, elle est toujours, tu continues un peu à, comment ça se... J'ai fait un reportage pour France Télé Slash. Je t'avoue, je ne sais même pas quand est-ce qu'il sort encore. Mais du coup, j'ai fait des missions comme ça. Et là, j'ai été aussi contactée par un autre média qui revient pour pouvoir potentiellement travailler ensemble. Donc du coup, c'est un peu... C'est pas pigiste, mais c'est parce que je fais de la réal. Mais j'incarne aussi, donc c'est un espèce de format comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, genre, je saute un peu du coq à l'âne, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tu parlais de ton... Si tu passes du coq à l'âne, a priori, tu manges rien, tu ne maltraites pas. Ça dépend ce que tu fais. Tu peux juste leur faire un câlin, comme tu feras après, tu fais un câlin à un arbre et t'es bon, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la continuité de ton engagement encore aujourd'hui sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Il y a quelques temps, tu t'es lancé dans une grève de la faim. Déjà, respect pour ça. Parce que je crois que t'as dépassé largement le stade où ça commence à être dangereux. Hein? Non, pour le coup, non, je vais pas m'attirer ça parce que je me suis quand même renseignée en avançant sur le truc. J'avais déjà fait un jeûne avant, donc je voyais à peu près dans quoi je mettais les pieds. Et honnêtement, à aucun moment, je me suis mise en danger sur le temps que ça a duré et vu de l'état de santé duquel je partais, en fait. Donc du coup... il y en a d'autres personnes qui ont fait la grève de la faim où pour moi ils se sont plus rapprochés d'une limite dangereuse, mais encore on a fait ça avec pas mal de conscience et de vigilance justement pour c'est des combats de long cours, donc vaut mieux être solide sur ses appuis pour se lancer dans ce genre d'aventure. Et c'est vrai que moi ça me rend curieux de savoir comment ta communauté réagit quand tu peux passer d'un contenu finalement humour léger à quelque chose qui non seulement est très concret, qui est très engagé et qui est violent, tu vois, qui est corporellement violent. C'est très concret de dire... c'est très concret parce que c'est physiquement visible. C'est ça. Quoi. C'est... À fond. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que j'ai repartagé il n'y a pas longtemps une vidéo de pas cette période, mais juste après cette période, et franchement, je me reconnais pas. Genre, vraiment, à chaque fois, ça me choque. Et bon, bref, pas de parenthèse fermée. J'ai découvert que les gens, globalement, aimaient deux choses sur Internet. Attention. L'humour et le drama.
tu vois. Et donc, du coup, certes, il y a eu... disons que ma communauté déjà présente qui me suit et qui sait mon engagement, en fait, je pense... a été à mes côtés et m'a soutenue de malade de par le fait que en fait ils me connaissent et donc du coup il y avait cette solidarité là qui était déjà qui s'est enclenchée parce que le lien était là, disons. Et ensuite il y a aussi eu beaucoup de personnes qui m'ont rejoint et m'ont soutenu parce que justement ils ont vu mon engagement à cette occasion là. Et donc du coup c'est des personnes qui sont arrivées plus dans un contexte un peu difficile et de tension et qui ensuite ont appris à me connaître sous un aspect un peu plus léger ludique. Et fun et ludique et tout. Mais c'est vrai que ça a créé un peu un drop dans ma façon de parler, dans ma façon de m'adresser à ma communauté, dans ma façon de créer du contenu. Déjà parce que faire une vidéo quand t'as pas mangé depuis une semaine, franchement, ça me puisait toute mon énergie. Avec le drôle, quand tu te sens plus bactère, je pense que c'est compliqué aussi. Non, c'était hyper compliqué. Et puis surtout, genre vraiment, l'état émotionnel et physique est tellement chamboulé que vraiment, genre, je mettais déjà, ça me prenait 2 heures de réussir à mettre mon trépied et me dire, allez, j'y vais. Et ensuite, je me mettais juste à pleurer comme ça de manière random, tu vois. Donc, c'était très compliqué, c'était très, très laborieux de créer du contenu. Et donc, du coup, j'avais envie... De toute façon, tu peux pas te forcer. Tu peux pas faire semblant de rien. Donc, du coup, ça a créé un drop. Mais in fine, c'était quoi ? C'était 2 grosses semaines sur un mois de contenu. Enfin, c'est pas grand-chose, en fait. Elle devait être longue, ces 2 semaines. Pour moi, c'était très long. Ouais, voilà. Pour moi, c'était vraiment très long. Fait un jeûne, j'ai essayé de faire un jeûne de 5 jours. Je me suis arrêté au 4e parce que physiquement, je pouvais plus m'occuper de mes enfants, quoi. Tu vois, c'était trop dur. 2 semaines, j'ose même pas imaginer, quoi. Le corps a des ressources assez incroyables, du coup. Oui, j'en ai, t'inquiète pas. Je vois le prochain jeûne, d'ailleurs, depuis un petit moment, là, on se prépare. Mais ouais, c'est sûr que c'est marquant, c'est physiquement impressionnant et tout. Je suis contente d'avoir, tu vois, dans ma vision d'exploratrice de mode de vie écologique, il y a aussi cette vision d'explorer plein de façons de rentrer en lutte, en fait. Tu vois, je disais, dans ma mission, c'est incarner, mettre en récit, lutter pour faire advenir des transitions. Et en fait, j'avais depuis longtemps une forme d'exploration de comment on peut rentrer en résistance, en fait. Et tout l'éventail des façons de résister, à commencer par je commence à consommer différemment, je vote, je fais des pétitions, et puis jusqu'à je vais faire de la désobéissance civile et je vais dans une ZAD, enfin voilà, je contribue, et puis ça peut être des trucs vraiment très légers comme vraiment plus impressionnants. Et en fait, d'une certaine manière, j'avais cette curiosité aussi de me dire quelle est la place de la grève de la faim dans nos outils de lutte pour obtenir des résultats dans les combats qu'on mène. Et c'était aussi intéressant de voir ça de l'intérieur, en fait. Et je pense que le fait qu'on soit 15 personnes à rentrer en grève de la faim, je pense que ça a eu vraiment beaucoup d'impact. Et je vois aussi que ça a fait un peu shifter quelque chose au sein de nos luttes, ou peut-être de la perception des écologistes et de leur détermination dans les organes de pouvoir. Et voilà, et donc du coup, j'étais aussi contente de savoir que c'était un outil que j'avais à ma disposition, dans lequel je pouvais... Alors, j'ai pas envie de faire ça tous les ans, hein. Non pas qu'il manque de sujets qui mériteraient ça, mais voilà. Mais ouais, ça m'a fait réfléchir à ça aussi. Et t'as préféré la grève de la faim ou la garde à vue? Ou les deux. C'est vrai qu'il y a ça aussi dans... Parce que juste derrière, il y a la garde à vue quand même. Les deux en même temps. La garde à vue pendant la grève de la faim, ça pourrait être pas mal, ça. La garde à vue pendant la grève de la faim. Ouais, tu vois, c'est un chemin d'exploration qui est vraiment... T'explores bien. Florissant, tu vois. Qu'est-ce que j'ai préféré? Alors, difficile comme question, là. Très difficile. Je crois que je préférais encore ne pas manger que me retrouver face à des forces de l'ordre et leur violence et la privation de liberté. Ouais, c'est plus compliqué. J'imagine, ouais. Dur.
Mais bon, encore une fois, tu vois, genre, je suis pas la population sur qui on t'apprend en premier. Je suis une femme blanche. Je pense que il y a aussi cette forme de responsabilité, tu vois, de se mettre en première ligne pour défendre d'autres personnes qui, si elles se mettent elles-mêmes en première ligne, et aussi parce qu'elles sont les premières concernées, bah, en fait, vont se prendre un déferlement de violence 3 fois plus grand que si c'est moi qui y vais. Et je pense que c'est hyper important aussi en conscience de cette réalité-là. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de prendre une forme de responsabilité par rapport à ça. Moi, j'ai une question plus autour des bulles d'information et du coup, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et avec les algorithmes tels qu'ils sont développés, on voit ce qu'on a envie de voir. Ouais. Comment aujourd'hui tu essayes de sortir de ça parce que quand toi tu essayes de convertir, c'est convertir ceux qui n'ont pas encore la conscience et donc qui n'ont pas encore la volonté de voir ce genre de contenu. Comment tu fais toi pour essayer de sortir de ça et de continuer à agrandir ta communauté avec des noms sensibles de base, quoi? Eh ben, j'ai beaucoup de mal à le faire sur les réseaux. Je le fais dans la vraie vie, en fait. Du coup, je vais plus avoir un travail de terrain où je vais faire la démarche d'aller chercher des personnes qui, a priori, ne sont pas intéressées par mon discours. Ça, dans la vraie vie, c'est challengeant, mais comment dire, je vois comment faire. Aujourd'hui, les algorithmes, ils sont construits de telle manière que, et sur les formats en plus qui sont poussés et favorisés, que j'ai l'impression, moi, j'ai pas l'impression que je vais convertir quelqu'un sur Internet ou lui faire vraiment avancer un peu. Je vais amener des personnes qui écoutent déjà mon discours un peu plus loin. Mais par contre, l'algorithme est construit de telle manière que quand mon message touche quelqu'un d'autre, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui est vraiment en confrontation et en opposition. Et ça crée du drama. Ça, on aime bien, donc du coup, sur Internet. Et donc, du coup, en fait, on n'est pas là pour dialoguer. Voilà, moi c'est ce que je constate dans l'expérience que j'en fais. Et ensuite, si je voulais vraiment faire de la pédagogie et de la conversion, aujourd'hui, malheureusement, on est sur des formats qui vont de plus en plus vers du pur divertissement et non pas des formats plus longs où tu peux ramener de la complexité, de l'échange d'idées, développer justement des sujets, etc. Voilà, et donc du coup, ces deux choses combinées, moi j'ai l'impression que sur Internet, j'occupe l'espace pour pas qu'il soit occupé par des personnes qui disent de la merde, tu vois. Mais j'ai pas l'impression... j'ai eu aucun témoignage de quelqu'un qui m'a dit j'ai vraiment changé d'avis sur la question de, je sais pas, d'une écologie décoloniale, tu vois, par exemple. Non, enfin... Je fais changer des gens, par exemple, qui cessent d'acheter des poêles en téflon pour acheter des poêles en inox, certes. Ce podcast est sponsorisé par l'industrie française des PFAS. C'est vrai, c'était téflon. J'aurais pu dire des poêles en revêtement anti-adhésif. Oui, parce qu'après, tout de suite, ils vont dire attendez, on ne met plus du tout de, je sais plus, le SFEPO, nous sommes passés au SOFPA. Ça n'a rien à voir. Exactement. Ce n'est pas la même molécule. Mais on la connaît, pas encore, mais ce n'est pas la même molécule. Étrange. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, mais c'est des personnes qui sont, si a priori, elles sont déjà en train de se poser des questions de j'ai envie quand même d'un mode de vie plus simple pour ma santé, je fais quand même attention à ces choses-là, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression que sur YouTube, en fait, c'est l'un des derniers bastions sur lesquels on peut encore avoir des propositions où on amène de la complexité, mais sur Instagram, qui a été le réseau social que j'ai développé le plus, et aujourd'hui je me suis mise sur TikTok, mais vraiment on n'est pas dans la complexité, dans la nuance, quoi. Moi j'ai l'impression que la nuance, ça serait justement pour aller à l'étape supérieure. La complexité, c'est pour amener les gens encore plus loin, mais je sais pas, on pourrait imaginer par exemple aujourd'hui on te voit faire beaucoup de collabs avec d'autres créateurs et créatrices engagés, donc Charles de Vivre Moins Con, Gaëtan, Gabriel, MC pour le climat, ce petit groupe-là. Ophélie Ta Mère Nature, Mangeuse d'herbe, Charlotte, ouais, tout à fait. Par exemple, est-ce que vous aimeriez ou est-ce que vous essayez de faire des collabs avec des créateurs et des créatrices plus mainstream, justement sur des formats
full divertissant, mais avec le petit message qui va bien et qui fait que tout d'un coup, vous atteignez une nouvelle audience qui pourrait se dire « Tiens, il y a un sujet sur ce truc-là, je ne savais pas. » Ouais, à fond. C'est une super... Alors déjà, merci. Je pense que vraiment, moi, c'est vers ça que ça me fait sens pour moi d'aller. De par tout ce que je t'ai dit, avoir de l'impact, aller chercher des personnes avec qui on ne parle pas, etc. Et typiquement, c'est quelque chose que je fais sur le terrain en animant des résidences de créatrices de contenu qui ne sont pas engagées pour les sensibiliser. Et là, tu vois, petit à petit, je vois que j'ai des opportunités potentiellement d'aller créer des contenus avec ces personnes. Mais je ne vais pas taper à leur porte de manière random si le lien préalable n'a pas été créé, tu vois. Et ça me semble impossible. Mais par contre... travailler sur justement des formats où venez, on se rencontre, c'est un peu le People Before Project, tu vois. On se rencontre, on discute, on essaye de se parler justement de qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous engage, nous met en mouvement, qu'est-ce qui nous révolte. Parce qu'en fait, tout le monde en a. En fait, moi, ce que j'ai appris en travaillant avec d'autres créateurs et créatrices de contenu plus mainstream, même si j'aime pas trop ce mot, ou qui sont d'autres niches, tu vois, disons, c'est qu'en fait, le nombre de personnes qui sont sincèrement engagées sur certains sujets est assez hallucinant. Tu vois, genre, il y a un très gros YouTuber que j'ai rencontré il y a pas longtemps qui me disait « Ça fait 7 ans que je suis végétarien. » Et le mec n'en dit rien parce qu'il n'a pas envie qu'on lui casse les couilles, que dès qu'il fasse un écart, du coup, tout le monde va lui taper dessus et gna gna gna. Et en plus, on pourra aller chercher les archives du jour où il n'a pas fait ça. Enfin, voilà. On a reçu dans ce podcast un créateur Hardisk qui en a parlé justement exactement ça. Ça fait 10 ans, je crois, qu'il est vegan ou végétarien et il n'en parle jamais alors que... C'est ouf. Et c'est ouf. Et moi, le nombre de personnes que je croise et qui me disent en fait, j'aimerais parler, mais en fait, j'ai trop peur de la réaction, de la stigmatisation, de tout ça, que du coup, je le fais pas. Et moi, je trouve ça dramatique, en fait. Et du coup, j'ai l'impression, là, moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est justement d'aller dans ce dialogue et que, à la limite, je sois la caution écolo qui leur permette peut-être d'aller vers un autre discours, tu vois. Et s'il faut taper sur quelqu'un, allez-y, tapez-moi dessus, je suis habituée, il y a les haters et tout. Là, c'est la suite des questions, justement. mais voilà, enfin, je pense que dans cette transformation de nos imaginaires, dans cette façon dont on a besoin de se raconter autrement des nouveaux récits, mais on a besoin, nous, de nous penser collectivement différemment, dans cette nécessité-là de transformation, les personnes qui sont créatrices de contenu, elles ont un rôle déterminant à jouer parce qu'aujourd'hui, elles prennent une place qui est vraiment importante et on a besoin que tout le monde s'engage, d'autant plus si les personnes dans leur vie perso, elles sont déjà engagées. En fait, c'est ça qui est dingue. Et en fait, on se prive, vraiment, on est amputé d'un discours et c'est dramatique, je trouve. Je trouve ça trop bien, du coup, que tu aies accès à ces gens-là à travers les formations et les prises de conscience que vous donnez. Maintenant, je pense qu'il y a aussi... alors, c'est hyper chronophage pour toi, donc je comprends que tu ne le fasses pas là maintenant, mais il y a un entre-deux, c'est-à-dire que tu parles d'un gros créateur YouTube, mais tu pourrais commencer avec, je sais pas, une créatrice qui fait de la cuisine. Et justement, aujourd'hui, on va vous proposer un plat vegan. Ouais, à fond. Tu vois, c'est pas son sujet d'habitude. Il n'y a aucune raison qu'elle te dise non parce que y en a des véganes, tu vois. Donc, si elle veut toucher tout le monde, il faut aussi qu'elle s'adresse à cette niche-là. Ouais, à fond. Donc, voilà, c'était plus dans cette idée-là. C'était pas forcément des énormes qu'on va tout de suite aller taper parce qu'en effet, eux, ils ont un mode de vie qui n'est pas forcément, même si sur certains points, ils sont engagés, mais ils doivent continuer à prendre l'avion parce que leurs OP sont à l'autre bout du monde et qu'il faut qu'ils vivent, etc. Donc, c'est toujours très compliqué pour eux de s'engager pleinement. Je pense qu'il y a des intermédiaires entre les deux, quoi. Oui, et puis de toute façon, personne n'est parfait. On n'a pas besoin de la perfection, tu vois. Donc vraiment, et puis en discutant avec des personnes, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit avoir refusé des collabs vraiment à des très gros montants pour Total, par exemple. Là, il y a une grosse campagne. Total est en campagne pour faire remettre au goût du jour les pompistes, tu sais. Okay, Et du coup, là, ils travaillent avec plein de personnes du YouTube Game et des réseaux. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, franchement, on s'est quand même posé la question parce que le chiffre est énorme, mais
on s'est dit non, c'est impossible éthiquement, genre il y a un truc de... Je suis allé voir les noms des gens qui ont accepté cette campagne quand même. Mais je pense qu'on va le voir apparaître. Hein. Je pense que même s'ils essaient d'être discrets sur le truc, à mon avis, ça va ressortir assez vite en mode genre coucou. Ouais, mais on en voit plein qui continuent de faire les lobbies du lait, les lobbies de machin. Oui, tout à fait. Il y en a plein qui continuent. Lobby des céréales, lobby du lait et tout. Ouais, un peu sur un truc qui tue, quoi, tu vois. Mais pour autant, tu vois, je trouve que même si moi, j'aimerais collaborer avec des gens qui travaillent encore avec le lobby du lait, en fait. J'ai envie de parler à ces personnes-là. J'ai envie que je comprends leurs problématiques. Et je comprends quels sont les enjeux auxquels ils et elles font face. Et honnêtement, moi, je l'ai, ce stress de je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 semaines d'un point de vue création de contenu. Est-ce que je vais être rémunérée pour mon travail? Est-ce que, c'est hyper précaire comme situation. Je vois très bien ce par quoi il et elle passent. Et en fait, en même temps, j'ai envie de leur dire, vous savez quoi, aujourd'hui, enfin, après pas mal de temps, les associations, les fondations, les institutions ont commencé à comprendre que c'était important aussi de rémunérer les créateurs et les créatrices de contenu pour faire des campagnes de communication digitale. Et donc, du coup, vous avez aussi des pockets budgétaires que vous pouvez aller chercher chez des personnes qui sont moins dégueulasses que d'autres. Et en fait, ces personnes-là ne pensent pas forcément à ça. Tu vois les grosses marques, tu vois les gros budgets de celles et ceux qui maîtrisent ce domaine de l'influence en fait et du marketing digital ou d'influence. Mais en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont OK pour faire des OP et qui comprennent bien que c'est aussi un travail, tu vois. Donc voilà, il y a un gros travail d'éducation qui a été fait par le passé pour qu'aujourd'hui ce soit entendu. Et moi, vraiment, j'ai des petites structures, des réseaux nationaux, des recycleries et ressourceries de France, tu vois. Genre, on est vraiment dans l'ESS, pur et dur, quoi. Et ils sont... Leur business model même, c'est d'être dans le réemploi et le je fais avec des bouts de ficelle. Et ces personnes-là, tu sais, elles m'ont dit, tu serais notre première... créatrice, première collab, on a un budget pour ça, tu vois, je fais, putain, réglo, quoi. Grave. Donc, ouais, c'est cool. Je vois l'heure avancer et le vent de Clément qui gargouille. Non, je rigole. Non, pas du tout. Dernière question avant les questions rafales, c'est comment... Question rafale, si tu vas voir. Ok. Oh, wow. C'est au système, je sais pas si tu connais. T'inquiète pas. Ils fabriquent des avions, pardon. Mais comment tu gères, toi, justement, les commentaires et que ça soit en tant que femme, parce que toi tu cumules non seulement femme, mais en plus écologiste, donc vegan et compagnie, donc tu t'en prends plein la gueule. Comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu délègues la modée à quelqu'un? Est-ce que tu délègues? Ça, à chaque fois qu'on me dit comment tu fais pour gérer, en fait je ne gère pas. Non, mais c'est simple. En fait, déléguer, c'est gérer. Il y a quelqu'un qui fait ce nettoyage pour moi parce que j'ai essayé de le faire et je n'ai pas atteint ce niveau de Bouddha, en fait. Je ne suis pas assez forte psychologiquement pour être confrontée à ce flot d'insultes, de haine, de menaces. Enfin, vraiment, c'est répréhensible par la loi. Violence, quoi. Ouais, non, c'est hyper violent. Et donc, du coup, je ne fais pas. Voilà la réponse. Et j'en profite pour dire que quand je me rappelle à l'époque, quand les premières femmes commençaient à prendre la parole sur les réseaux sociaux, il y a genre 10 ans, et où il y avait les premières vagues de cyberharcèlement, et où à l'époque, il y a eu des lanceuses d'alerte, en fait, type Marion Séclin et d'autres, qui disaient ça, en fait, il est en train de se passer ça, je vous le montre, c'est pas OK, etc. Et elles étaient toutes seules, et elles n'avaient aucun accompagnement, il n'y avait aucune jurisprudence, aucune conscience dans la société de ça. Je me dis, mais elles ont pris cher. Qu'est-ce que ça a dû être dur, alors que moi j'arrive dans une phase, une ère dans laquelle c'est dénoncé, il y a des associations qui luttent contre ça, il y a de la législation qui commence à se mettre un peu en place avec du retard, mais bon, quand même, il y a des trucs. C'est pas moins violent, mais il y a plus d'accompagnement. Oui, voilà, exactement. Et je me dis, mais mon Dieu, mais ces nanas-là, waouh. Genre vraiment. C'est une warrior, hein, ça c'est sûr. Mais méga warrior, hein. Et d'ailleurs, c'est cool qu'on l'invite d'ailleurs pour parler de ça 10 ans plus tard. Parce que là, on a beaucoup parlé, mais 10 ans plus tard, ça doit avoir un autre regard aussi. Ouais. Post-MeToo et tout, en plus. Carrément. Oui, carrément. MeToo. Pardon.
Des petites questions rafales. Donc, c'est juste des petites questions, faciles ou pas. Mais donc, on enchaîne les questions, réponse assez rapide. Ok, au pire, il y aura du montage comme ça, comme si je balançais des réponses. Non, mais c'est pas genre réponse oui, non, mais tu réponds, voilà, tu réponds rapidement. Tu as le droit de sortir ton téléphone si besoin, parce qu'il y a peut-être besoin d'avoir ton historique si tu n'as pas les noms qui viennent en tête tout de suite. Mais on devrait s'en sortir. Qui est ton créateur ou ta créatrice préférée? Ah non, mais c'est pas rafale, ça, c'est hyper compliqué. Bah non, c'est pas compliqué. C'est un peu de spontanéité, le premier nom qui te vient en tête, c'est pas forcément ton préféré, mais personne ne sera choqué si t'en as oublié un. Enfin, quand même. Grave, ou une. Ok, moi j'aime beaucoup le roi borgne parce que justement je trouve qu'il l'humour ça me parle et sa façon d'aborder les sujets ça me parle. J'aime beaucoup aussi Ala Luce qui est une militante écoféministe, antiraciste, décoloniale qui me fait beaucoup avancer sur mes cheminements. Voilà, et puis après... je crois que j'ai un... Ouais. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors du coup, ça répond déjà un peu à la deuxième question qui est est-ce que tu as une chaîne ou un compte sur Instagram ou YouTube ou qu'importe, pas trop connu à nous faire découvrir? Ah bah celle-là. Mais du coup, ouais. On peut y aller avec celle-là. Je dirais à la loose, aussi les impactrices, qui est un compte Instagram qui parle d'écoféminisme et qui est, je trouve, hyper pédagogique, super juste et tout. Ouais, très bien. Du coup, on peut zapper cette troisième question qui était parce que souvent on nous donne des noms de créateurs et donc on insiste sur une créatrice. Ouais. Et c'est déjà fait. C'est quoi ta plateforme préférée? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Moi, c'est Insta. Après, donc tranquille. Vas-y, voilà. Moi, j'aime bien me présenter, non pas par un métier. J'ai arrêté de faire ça il y a quelques Instagram dans ces heures glorieuses, tu vois. Tu te souviens? Tu te souviens à l'époque? Écoute, moi, c'est Instagram, celle que je connais le mieux, donc j'ai envie de dire c'est ma préférée, mais je vois aussi toutes les limites que ça a aujourd'hui et franchement, je peux te faire un ranking, mais c'est pas genre il y en a pas une où je me dis waouh, c'est vraiment que du kiff en barre, quoi. Ouais. Ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves? Et attention à ta réponse. Non, mais là, j'ai besoin... Sorti du contexte, c'est hyper violent. Un court-métrage. C'est aussi simple que ça. On passe à la question suivante. Je vais donc répondre à la question suivante pour toi. Un court-métrage de qualité. Un court-métrage de qualité avec une boîte de prod comme ça. Voilà. Je passe à la question suivante. Non, t'as une autre réponse? Non, mais en vrai, si, ça ressemble beaucoup à ça. Après, j'ai aussi une grosse réponse sur un mode de vie tout à fait aligné dans un écosystème super dynamique de transition, avec des hackings des espaces de pouvoir et tout. Mais le court-métrage, ça commence par ça. C'est la version director's cut, ça. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que créatrice? Eh ben, en tant que créatrice, mon meilleur souvenir, je pense que ça va être le clip Karaoke Up que j'avais fait. Ça, vraiment, c'était mon premier tournage, un vrai tournage. C'est-à-dire pas seulement moi devant ma caméra qui demande éventuellement à mon coloc de me prendre une vidéo, quoi. Vrai tournage avec une vraie équipe, des vrais professionnels. Et ça s'était passé exceptionnellement bien. C'est-à-dire qu'à la fin, tous les pros me disaient « Tu sais Camille, ça se passe pas comme ça, normalement, un tournage. Prépare-toi, genre, ne fais pas de ça ton référentiel, tu vois. » Et c'était incroyable. Et vraiment, j'avais eu cette sensation, je me rappelle, j'étais rentrée chez moi, mais de me dire « Là, je suis tellement à ma place. » Genre vraiment, et avec une joie immense. Et c'était ouf. Et ça reste un méga bon souvenir. Donc, un court-métrage, quoi. Voilà. Et entre nous, les gens, ils n'écoutent plus. N'écoutez pas. Ça a été quoi ton pire projet en tant que créatrice? Bonne question. Honnêtement, franchement, mon pire projet en tant que créatrice, j'ai pas envie de donner de nom, mais ça a été C'est la collab avec Total, quoi. Alors, non. Non, mais même dans le spectre des entreprises engagées, etc., j'ai eu le malheur parfois d'accepter des collaborations où
On m'a serré la vis et tenu le stylo, mais à un point où, en fait, genre, j'étais sur le point soit d'arrêter la collaboration parce qu'en fait, je pouvais pas faire ce que je voulais, soit, genre, c'est de le faire en me disant, bon, tu sais quoi, Walou, vas-y, je fais leur truc, mais genre, ça me dégoûte et d'être super mal avec ça derrière, d'attendre les 6 mois réglementaires pour supprimer la publication rapido. Genre, vraiment... Ouais, c'est ça qui est désagréable. Mais après, j'ai jamais eu vraiment d'expérience désagréable en tant que créatrice, si ce n'est voilà, genre, un client très chiant qui a rien compris à mon travail ou les haters en fait sur Internet, quoi. Les deux. Bonne réponse pour les deux. Ça se tient. Et du coup, la toute dernière question, je crois pas qu'il y ait, mais c'est plus. Est-ce que tu as une actualité particulière à partager, le moment promo? Tu as décidé de faire un stand-up, un livre Non. Après, c'est des idées qui sont pas loin, tu vois. Je n'ai pas dit ça au hasard. Tu te lances dans la préparation d'un court-métrage, j'ai cru comprendre que, si j'ai bien compris. Oui, bientôt. Est-ce que tu veux parler rapidement du château du fait Du fait, pardon. Alors, ouais, mais tu sais quoi, ça peut être une énorme actu. Je sais pas quand est-ce que va sortir ce podcast, mais le 3, 4 et 5 mai, je co-organise, donc dans un mois. On devrait pouvoir y arriver. Voilà. Mais on a la semaine d'avant, il y a... On verra. Okay. On verra. En tout cas, une actu que j'ai envie de partager, c'est que le 3, 4, 5 mai, il y a le festival Fait Art Festival, que je co-organise avec toute une équipe de bénévoles vraiment chambés. Et on est en train de monter un truc, une prog de malade mental. C'est un festival qui est artistique pluridisciplinaire. Donc, tu as autant de la gastronomie, des concerts, des DJ sets. Gastronomie, c'est bon. Ouais, on t'a eu à ce moment-là, quoi. Ok. Non, mais tu as de l'art contemporain, tu as des performances, du cabaret, genre du drag show, etc. etc. Et ce que j'adore, typiquement, et ça résume assez bien mon état d'esprit de ce que je disais en intro de cette interview, c'est... ça vient faire dialoguer différents mondes futurs possibles, tu vois. Et ça vient questionner sur nos utopies ou dystopies, parce que dans les futurs mondes possibles qui viennent se rencontrer et dialoguer, tu as le monde, la terre fertile, donc le monde écolo, mais qui peut aller de l'écolo à la collapso, en fait. Tu as le monde cyborg, qui va venir questionner notre rapport à la technologie, à l'intelligence artificielle, et tu as le monde fluide qui vient questionner un peu notre rapport à nos identités, comment on se construit, c'est quoi notre rapport à la norme, etc. etc. Et du coup, mettre tout ça ensemble et faire réfléchir des artistes sur comment je veux incarner ça, comment je me projette là-dedans, c'est hyper excitant. Et les expériences qui s'annoncent ont l'air folles. Moi, je suis vendu. Franchement, ça va être énorme. La date et le lieu. Donc, Château du Fait, à 1h15 de Paris, en Bourgogne, il y a des TER toutes les heures, vraiment facile d'accès. Et 3, 4, 5 mai, et il y aura vraiment des artistes chouchous de mon cœur qui sont du coup des artistes très engagés, militants écolos, genre Joanie Le Mercier, voilà. Je balance un peu des names, mais genre vraiment, ça va être incroyable. Et il y aura de la gastronomie, on a dit. Et on pourra, et il y aura à manger, et évidemment, ce sera tout engagé, enfin tout sera végé, etc. Et l'année dernière, ils avaient fait un dîner collapso avec un chef qui faisait de la gastronomie, ou une chef, je ne me rappelle plus. Ok, mais, ça promet, ça promet. Beau projet, hein. Prends note. Mais merci. Et avec plaisir, merci de m'avoir reçu. C'était trop bien de vous revoir. Du coup, on va aller manger un bon steak de cheval. Parce que bon, à un moment, c'est gentil. Mais à Dubaï. Oui, bien sûr. De toute façon, je t'ai fait livrer de Kobe qu'on a fait venir dans le Japon par avion pour qu'il soit frais. Et puis on prend l'ordre de vos échos. Oui. Et alors, t'as plus. Et bien, quoi. Merci encore, Camille. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, à bientôt. Et d'ici là, pour vous autres qui écoutez, n'oubliez pas, crée, publie, recommence.